Le masque de fer, si vous saviez ce que c'est, vous verriez que c'est bien peu intéressant. Louis XV. « 2000 ans d'histoire. Il est mort à la Bastille il y a plus de 300 ans, en emportant avec lui un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Le 19 novembre 1703, tandis qu'on l'enterrait au cimetière de la paroisse de Saint-Paul, le gouverneur de la Bastille ordonna, dit-on, qu'on brûle ses vêtements, sa literie et même le châssis de ses fenêtres. Sa vaisselle fut fondue, le pavement du sol de sa cellule remplacé et le mur gratté et reblanchi. Aucune trace, aucun message ne devait rester de cet homme dont le visage avait été caché par un masque de fer et qui venait de passer 34 ans en prison sans pouvoir parler à personne d'autre qu'à son geôlier, Monsieur de Saint-Marc, qui l'avait gardé en Savoie dans les prisons de Pignerol et d'Exil, puis aux îles Sainte-Marguerite au large de Cannes, et enfin à la Bastille, où le masque de fer arrivait dans le plus grand secret, le 18 septembre 1698. Du jeudi 18 septembre à 3 heures de l'après-midi, Monsieur de Saint-Marc, gouverneur du château de la Bastille, est arrivé pour sa première entrée venant de son gouvernement des îles Sainte-Marguerite-Honorat. Ayant amené avec lui dans sa litière un ancien prisonnier qu'il avait à Pignerol, lequel il fait tenir toujours masqué et dont le nom ne se dit pas. Tout le monde s'assoit. Personne dans les rues. Fenêtres et portes closes. On ne va pas vous voir. Ne vous montrez pas. À la Révolution, quand les émeutiers s'emparèrent de la Bastille, ils découvrirent dans un registre cette inscription mystérieuse. Prisonnier numéro 64389 000. L'homme au masque de fer. Michel Verger-Franceschi, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université de Tours et auteur d'un livre de plus, j'allais dire, sur le masque de fer, puisque depuis 300 ans, les historiens, les romanciers essayent de répondre à cette question. Qui était le masque de fer? C'est encore une énigme à laquelle vous apportez du nouveau, car à partir de tout ça, de ce que l'on sait déjà, car si on a longtemps ignoré l'identité du masque de fer, on connaît son histoire qui commence, vous le rappelez, en 1669, dans la forteresse de Pignerol en Savoie. C'est là qu'on parle de lui pour la première fois. Exactement. Donc le masque de fer apparaît entre mi-juillet et fin août 1669. Il est arrêté dans les environs de Calais ou de Dunkerque et il est conduit jusqu'à la frontière de Savoie, c'est-à-dire dans cette forteresse de Pignerol, par un capitaine qui est Monsieur de Vaurois, entouré de 3 soldats. Et donc, à partir de cette escorte très modeste, on peut penser qu'il s'agit effectivement d'un personnage tout aussi modeste qui n'a pas droit à une centaine de mousquetaires comme d'autres personnages illustres de la forteresse, Fouquet ou Lauzun dont on parlera tout à l'heure par exemple. Et donc, il arrive en tant que valet, c'est Monsieur de Louvois, le marquis de Louvois, qui est le ministre de la guerre à ce moment-là, qui est un homme de 28-29 ans, qui dit d'ailleurs dans une lettre à Monsieur de Saint-Mars, ce n'est qu'un valet. Alors justement, ce Monsieur de Saint-Mars dont vous dites, dont vous parlez longuement, puisque en fait il est le seul véritable témoin, en tout cas l'homme qui a suivi comme geôlier le masque de fer pendant 34 ans dans toutes les prisons où il est allé, ce Monsieur de Saint-Mars était le seul habilité en fait à lui parler. Exactement, Monsieur de Saint-Mars est un officier. Le seul qu'il connaissait en fait. On a beaucoup finalement de militaires autour de ce masque de fer. Le premier, c'est Louvois. Le second, c'est Monsieur de Saint-Marc, qui est plus âgé que Louvois. C'est un ancien mousquetaire de 43 ans qui a servi avec d'Artagnan et qui va faire carrière
pratiquement grâce au masque de fer. Il faut rappeler qui était Louvois, quand même. Louvois est le ministre donc de la guerre, c'est aussi l'ancien compagnon de jeu de Louis XIV, c'est un ami d'enfance de Louis XIV, il est très proche du roi, beaucoup plus que Colbert par exemple. Louvois auquel d'ailleurs Monsieur de Saint-Marc écrit en parlant de l'homme que vous savez, l'homme de la tour, pas question de le nommer. Alors Saint-Marc change de prison, mais enfin bon, il est resté quand même le masque de fer à Pignerol de 1669 à 1681. Puis ensuite, il va à Exil. Exil, je crois que c'est également en Savoie, où il reste relativement peu de temps. Oui, c'est juste à côté de Pignerol. Il va y rester aussi 6 ou 7 ans. Puis aux îles Sainte-Marguerite. Alors là, il arrive donc non pas au château d'If, comme on l'a souvent cru, mais il arrive aux îles de Lérins, donc Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, où il va avoir une longue incarcération, donc jusqu'en 1698, qui précède donc la Bastille. Oui, la Bastille, donc, où il meurt 5 ans plus tard, le 19 novembre 1703. Et il est mort brusquement. Oui, monsieur le gouverneur. Vous n'avez pas retiré son masque? Oh, non, monsieur le gouverneur. Vous le ferez enterrer au cimetière de l'église Saint-Paul. Vous signerez le registre avec le chirurgien de la Bastille. Sous quel nom doit-on l'inscrire? Sous le nom de monsieur de Marchiali. Vous ferez brûler tout ce qui a été à son usage. Linge, habits, couvertures, matelas. Vous ferez également regratter et reblanchir les murailles de sa chambre. Ce lundi 19 novembre 1703, le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir, est mort ce jour-là. Et ce prisonnier inconnu, gardé depuis si longtemps, a été enterré le mardi à 4 heures de l'après-midi 20 novembre dans leur cimetière Saint-Paul, notre paroisse. Sur le registre mortuaire, on a donné un nom aussi inconnu. Alors un inconnu dont on sait quand même un certain nombre de choses, vous en faites d'ailleurs un portrait détaillé grâce à des témoignages de gens qui l'ont vu, notamment d'ailleurs à la Bastille, surtout à la fin de son parcours qu'on donne des portraits du masque de fer. Un homme de 45 ans, dites-vous, Michel Vergier-Franceschi. Oui, sur le registre de la Bastille, il y a le nom que l'on vient d'entendre, celui de Marchioli ou de Marchiali, qui est forcément un nom d'emprunt, puisque les règlements de la Bastille imposent que l'on inhume la totalité des prisonniers d'État sous un nom d'emprunt, donc il ne s'appelle pas Marchioli, mais en revanche, on a une description assez précise du personnage, aussi bien grâce au docteur Fresquière, qui est le médecin qui a soigné pendant les 8 dernières semaines de sa vie le masque de fer, et qui dit « un homme à la peau un peu brune », et cette description à la peau un peu brune correspond également à un autre témoignage, qui est celui d'un écrivain huguenot, qui est monsieur de Renneville, qui a vu dans l'une des salles de la Bastille dans laquelle il se trouvait lui-même le masque de fer, et qui dit que c'est un homme aux cheveux noirs crépus, sans un seul cheveu blanc, sans un seul cheveu mêlé de blanc, et qui laisse entendre donc qu'il pourrait s'agir d'un homme de couleur. Et d'un homme de 45 ans, ce qui veut dire, si on fait le décompte en revenant en arrière à son arrestation, qu'il aurait été arrêté, emprisonné à Pignerol à l'âge de 11-12 ans. Exactement, donc il meurt à 45 ans, donc 34 ans auparavant, c'est un adolescent qui arrive inconnu, entouré donc d'un capitaine et de 3 soldats à Pignerol, qui est relativement malmené apparemment, qui n'a pas droit à un carrosse, qui n'a pas droit à une escorte, mais que monsieur de Saint-Mars va tout de même protéger tout au long de sa vie. Et ces 34 années de prison vont être rendues possibles grâce à l'humour, quelque part, et à la protection de monsieur de Saint-Marc, qui est un jeune mari lui-même, qui a 2 enfants qui naissent à Pignerol, et qui va s'occuper de cet enfant, de cet adolescent, avec énormément de gentillesse pendant toutes les premières années de l'incarcération. Alors un enfant, un prisonnier, parce qu'il n'est plus un enfant à la fin, portant un masque de fer ou de velours, parce que selon les témoignages, on l'a d'ailleurs entendu dans l'extrait de film tout à l'heure, il portait un masque de velours aussi. Alors, à la fin de sa vie, il porte un masque qui est qualifié de masque de velours. En 1687, le premier qui parle d'un masque d'acier est un évêque, qui est Monseigneur Fouquet, le frère de l'ancien surintendant des finances Nicolas Fouquet, qui est mort depuis 1680. Et on peut donc supposer que ce masque n'est pas du tout destiné à cacher une éventuelle ressemblance, comme l'a écrit souvent et pendant très longtemps
longtemps Monsieur de Voltaire notamment. Vous parlez d'une prothèse, vous? Voilà, je pense qu'il s'agit plutôt d'une prothèse, parce que j'ai beaucoup étudié les officiers d'Ancien Régime, surtout les officiers de marine, et on a des prothèses de ce genre assez fréquemment. On a Mirabeau Col d'Argent, par exemple, qui avait une prothèse autour du cou, une sorte de Minerve. Et puis alors il meurt donc en 1703, l'affaire n'intéresse plus personne jusqu'à ce que Voltaire s'y intéresse bien après, affirmant que si le prisonnier portait un masque, c'était pour cacher un visage connu. Voyons, monsieur de Voltaire, vous me semblez en savoir bien long sur cette histoire. Oh oui, par pitié, ne nous faites plus languir. Eh bien, voilà. Ah. Comme vous le savez, on envoya dans le plus grand secret, au château de l'île Sainte-Marguerite, dans la mer de Provence, un prisonnier inconnu. Il intéressait par le seul son de sa voix, n'est-ce pas? Ne se plaignait jamais de son état, ne laissait pas entrevoir ce qu'il pouvait être. Oui, ce fait étrange a été jusque-là ignoré de tous les historiens. Oh, tous sauf vous. Ah, oui. J'ai mes informateurs. Moi. Et s'il s'agissait d'un personnage dont les traits étaient si connus qu'il aurait pu être reconnu par tous. Par tous. J'ai lu, il y a quelque temps, une thèse d'un certain monsieur Anatole Lequin, selon laquelle l'homme au masque de fer eût été Molière. Molière. Et oui, on a évoqué le nom de Molière, une hypothèse farfelue selon tous les historiens. On ne se demande pourquoi Molière aurait été enfermé avec un masque pendant des années. Mais alors Voltaire, lui, pense, il laisse traîner le bruit que finalement le masque de fer serait sans doute un fils aîné et adultérin d'Anne d'Autriche, c'est-à-dire de la mère de Louis XIV. Michel Valger-Franceski, ça c'est une hypothèse qui est restée longtemps. Exactement, Voltaire est un merveilleux philosophe et aussi un bon historien, mais qui a essayé de se faire beaucoup de publicité finalement sur le personnage du masque de fer, et en disant que Louis XIV avait un frère aîné, il ébranlait d'une façon exceptionnelle les lois fondamentales de la couronne et l'ordre de la primogéniture. Il est évident que si Louis XIV avait un frère aîné, Louis XV, arrière-petit-fils de Louis XIV, n'était plus rien. Oui, mais enfin, ce frère aîné aurait été adultérin. En fait, il discrédite, parce qu'il est question aussi d'un fils adultérin d'Anne d'Autriche avec Mazarin. Alors évidemment, au scandale. En fait, on a le sentiment, à vous lire, Michel Valger-Franceski, qu'il cherche à régler ses comptes avec la monarchie. C'est un ancien embastillé, Voltaire. Et c'est quelqu'un aussi qui s'en prend à l'absolutisme, et incarné par ce masque de fer, par cet absolutisme de Louis XIV qui l'attaque à travers le masque de fer, au fond. Exactement. La seule chose de vrai qu'il véhicule jusqu'à Alexandre Dumas, jusqu'à nos jours, c'est que le masque de fer serait un enfant innocent, finalement, qui aurait été enfermé sur ordre royal. Et l'innocence de cet enfant arrivé à Pignerol en 1669, c'est à peu près la seule chose de vrai dont parle Voltaire. En tout cas, à partir de Voltaire, on se met à émettre des quantités d'autres hypothèses. Vous les citez toutes pratiquement, Michel Valger-Franceski. Alors on a évoqué le nom de Fouquet, le fameux surintendant du roi, arrêté en 1661, qui est mort d'ailleurs en 1680, je crois, à Pignerol. Qui est pratiquement mort dans les bras presque du masque de fer, qui est effectivement présent, ainsi que le duc de Lauzun, en 1680 à Pignerol. On a évoqué, à l'instant, le personnage de Molière qui est sur scène à Paris 4 ans après l'incarcération du masque de fer, donc c'est quelque chose de tout à fait absurde. On a évoqué d'autres personnages et une cinquantaine de mascalisables sont possibles. Oui, ce que vous appelez des mascalisables. Alors maintenant qu'on songe au fait qu'il a disparu en ce temps-là, aucun personnage considérable. C'était donc un homme dont la destinée et le sort avaient été jusque-là tenus secrets. Monsieur de Vermandois? Monsieur de Vermandois, le fils naturel de Louis XIV et de Mademoiselle de la Vallière? Oui. Il est mort au siège de Courtrai. Sa mort a pu être simulée. Oui, mais voyez-vous, madame, ce qui est ennuyeux dans votre hypothèse, n'est-ce pas, c'est que cette mort, simulée ou non, se soit produite en 1683, oui, soit plus de 4 ans après que Monsieur de Saint-Marc ait pu prendre en garde notre homme masqué à la forteresse de Pignerol. Moi, je pencherais plutôt pour le duc de Beaufort. Allons, le roi des Halles. Justement, le duc de Beaufort a si souvent tenu tête au roi et à Mazarin pendant la Fronde. Il est mort au siège de Candie en allant défendre les Vénitiens contre les Turcs. Le duc de Beaufort et le masque de fer sont la même personne. Et s'il est mort en effet au siège de Candie, son corps n'a jamais été retrouvé.
Alors c'était devenu un vrai jeu de piste, presque un jeu de société, chercher qui était le masque de fer à l'époque, au XVIIIe siècle, à l'époque de Voltaire. Tout à fait. Et Louis XVI et Marie-Antoinette ont pensé eux aussi, comme on l'entend dans l'extrait précédent, qu'il pouvait s'agir du comte de Vermandois parce que le bruit a beaucoup couru en 1669 que le masque de fer était l'amiral de France. Et donc Marie-Antoinette est allée jusqu'à faire déterrer le comte de Vermandois, amiral de France, fils légitimé de Louis XIV, dans la cathédrale d'Arras, donc jeune homme de 16 ans qui était mort à la guerre, mais ce n'est évidemment pas Vermandois, qui est né d'ailleurs en 1667 et qui était un enfant de 2 ans lors de l'arrestation du masque de fer.